Merci beaucoup et merci à l'ENSIB et donc à l'agence lecture et Langue sur livre et lecture pour nous avoir invités pour présenter un projet que nous avons mené donc, tous les deux avec Marguerin à l'espace numérique de la bibliothèque de Lyon-Part-Dieu entre le mois de novembre et le mois de janvier de cette année, novembre 2015 et janvier 2016, dans le cadre d'un événement qui s'appelle Créer, c'est résister. Et donc on a proposé un certain nombre d'activités et d'ateliers de débat autour du numérique dans ce cadre-là, et donc chercher la femme. Alors, nous sommes animateurs numériques, c'est-à-dire que notre métier, c'est d'accompagner aux usages et à la compréhension du numérique, et on nous associe souvent à un aspect technique, pratique, des ateliers pratico-pratiques, découverte d'un logiciel, et en fait, nous, notre travail, je dirais presque militant du numérique, c'est justement de sortir de cet aspect uniquement pratique pour mettre le numérique dans son concept d'environnement. Donc cet atelier, c'est aussi cet aspect-là, on n'est pas uniquement sur des outils, on est aussi sur du contenu. Et donc dans le cadre de ce projet, Chercher la femme, nous avons proposé aux usagers de la bibliothèque pendant 3 mois de découvrir ces femmes, ces 8 femmes que vous voyez à l'écran, que nous avons sélectionnées selon un schéma qu'on expliquera dans quelques instants. Et donc l'idée, c'est avant tout, et c'est ça aussi le libre facilitateur et notre rôle de bibliothèque, de faire découvrir des artistes et des œuvres. Alors ces femmes, on les a aussi sélectionnées, alors elles ont un point commun qui est un petit peu triste, il faut bien le dire, elles sont toutes mortes en 1944, ce qui veut dire que leurs œuvres sont élevées dans le domaine public, sont dans le domaine public dès le 1er janvier 2015. Voilà. Donc vous avez Lina Cavalieri, une chanteuse lyrique, Cécile Chaminade, une compositrice, Josette Clotis, une écrivaine, Yvette Guilbert, qui a été chanteuse de cabaret, comédienne, qui a eu une correspondance enflammée avec Sigmund Freud. Enfin, elles sont toutes des personnages ou des pionnières dans leur art, à l'instar de Lucienne Ovelmans, qui était la première femme à obtenir le prix de Rome en 1911, Louisa Paulin, qui est une écrivaine que vous connaissez sans doute, puisque c'est une poétesse du Tarn et qui a écrit notamment un certain nombre de recueils en français et en occitan qu'elle a pris à la fin de sa vie. Et 2 peintres, Irma Clint et Octavie Seaille. Donc découvrir ces artistes, c'était le projet que l'on a proposé à nos usagers. Ce projet, c'est à l'origine le calendrier de l'Avent du domaine public qui nous a donné cette inspiration, qui est initié par le collectif Savoir Commun et qui, en gros, permet de découvrir chaque jour du mois de décembre des artistes, des auteurs dont le travail, l'œuvre, qui peut être aussi scientifique, pas uniquement culturel, est dans le domaine public dès le 1er janvier de l'année suivante. Donc on s'est inspiré de cette valorisation pour justement demander aux usagers d'enquêter sur la vie de ces personnes, de ces artistes que nous avons sélectionnés. Enquêter, c'est-à-dire, c'est un mot qu'on utilise vraiment dans son sens premier du terme, c'est-à-dire aller à la découverte, à la recherche, suivre des pistes, et dont le but, c'est bien sûr d'enrichir nos connaissances communes sur leur vie et aussi sur leur travail. Alors au départ, on n'était pas parti forcément pour sélectionner des femmes, mais on s'est rendu compte quand on a commencé à faire notre sélection qu'il y avait très très peu de femmes qui étaient, on va dire, valorisées, et on a eu du mal à en trouver. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'artistes femmes, et du coup notre travail de valorisation du domaine public s'est associé à une valorisation des artistes femmes moins valorisées pour le coup, qui par ailleurs, pour la plupart d'entre elles, en tant qu'artistes de leur vivant, ont dû aussi parfois batailler pour entrer dans les académies, ou pour être exposées dans des musées. Et donc, on s'est dit que ce travail de valorisation et de sensibilisation devait aussi se jouer sur ce terrain-là. Donc, une sensibilisation au domaine public, à ses particularités, à ses exceptions, mais aussi à la culture libre, comme l'a rappelé Hans tout à l'heure, c'est-à-dire cette faculté de partager, de s'approprier, de détourner aussi, et de valoriser, puisque ce travail, justement, était d'aller fouiner sur les bibliothèques numériques existantes, produire du domaine public, et en même temps faire des recherches documentaires pour mieux connaître leur vie, et ensuite l'offrir à tous. Donc un programme plutôt généreux.
Alors, je vous disais, on est animateur numérique, mais on est animateur numérique dans une bibliothèque, ce qui pour nous, par rapport à notre appropriation du libre et de la présentation de la culture libre en général, a tout son sens, notamment parce qu'on est un lieu qui a justement pour but de partager, accompagner, faire découvrir également. Et donc, on est dans cet effort de rendre accessible à tous les publics, à tous les modes de compréhension. Donc ce projet a aussi ce fil directeur-là. Lorsqu'on doit enquêter sur la vie de 8 femmes artistes, on s'approprie aussi, et donc c'est notre travail de valorisation auprès des usagers, des ressources, y compris numériques. Et là, vous voyez sur cet écran un certain nombre des ressources que nous avons utilisées. Et notamment, vous voyez, à chaque fois, on vous a mis les liens cliquables, donc vous pourrez très facilement, à partir du PDF qu'on est en train de vous présenter, redécouvrir toutes ces ressources qui, pour certaines, dépendent d'institutions comme les bibliothèques, que ce soit la bibliothèque numérique Numéliot, la Gallica, l'Europeana, et aussi, librairie du Congrès évidemment, et aussi des ressources qui sont plus sur des communautés voilà, généreuses de partage, et je pense notamment à Internet Archive, ou à d'autres plateformes comme eBooks et LibriVox. Voilà. Donc, accompagner les usagers dans une enquête, c'est aussi leur faire découvrir des ressources qu'ils ne connaissaient pas forcément, et donc leur permettre de se les approprier, les découvrir, et pas uniquement pour ce projet, bien évidemment. Alors, là encore, enquêter, c'est aussi une notion de désir. Je pense que c'est une notion qui nous tient à cœur également. C'est-à-dire que parmi tous les usagers, donc plusieurs dizaines sur 3 mois, 3 mois où on a à la fois programmé des ateliers fixes, par exemple un après-midi entier, accueillir les personnes, à leur faire découvrir le projet, à les mettre dans l'enquête, mais également tout au long de ces 3 mois, on pouvait venir et découvrir un petit peu les renseignements déjà collectés et continuer cette enquête. Donc le désir, ça veut dire aussi initier des pistes de travail, ne pas lancer uniquement les usagers comme ça un petit peu dans le vague à partir de noms. Vous disiez, la bibliothèque, c'est aussi un lieu d'accompagnement à la recherche, aux ressources, à la valorisation. Et donc nous avons élaboré pour chacune de ces 8 artistes une fiche de travail qui regroupe l'ensemble des moyens à notre disposition, enfin des moyens connus, parce qu'on n'est pas non plus omniscient, donc qui est aussi un travail préparatoire, si vous voulez, qui a été le gros de ce travail. Nous avons aussi sélectionné des artistes qui pouvaient justement nous permettre de rentrer pleinement dans cette expérience de ressources numériques, de ressources physiques dans la bibliothèque, et puis justement donner les pistes de travail. Donc là, vous voyez un exemple avec la fiche de Cécile Chaminade, où on a fait une petite bio, souvent inspirée de Wikipédia, enfin un petit résumé, là encore pour susciter le désir. Et on a fait une prospection dans le fonds de la Bibliothèque de Lyon. On a la chance d'avoir un fonds patrimonial très important, et donc on a aussi sélectionné des artistes dont on possédait des œuvres à la bibliothèque. Donc ça peut être des partitions, comme pour Cécile Chaminade, une compositrice qui a beaucoup produit, pour lequel nous avions donc un certain nombre, la journée 1002, mais il y en a plusieurs dizaines. Ça peut être aussi des ouvrages, comme le livre de Josette Clotis, le recueil de poèmes de Louise Apollin, l'art de chanter une chanson d'Yvette Guilbert, des documents photographiques. Donc on a ces pistes de travail, et on a aussi fait une petite prospection sur un certain nombre de ressources numériques, parmi celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc à chaque fois, vous avez, vous voyez, des liens. Les personnes pouvaient utiliser ces documents pour partir dans leur enquête sur Internet, toujours bien sûr en présence des animateurs. Et c'est là où on a parlé déjà ce matin que la bibliothèque prend son sens, pas seulement en permettant d'accéder à des ressources numériques ou à des livres, mais en étant dans cette médiation plus proche et ce travail commun. Donc même s'il y a un mouvement qu'on pourrait dire entre guillemets vertical, puisqu'on initie cette action et qu'en même temps on accompagne, on propose, on aide, on est vraiment dans un rapport, je dirais, plus d'ateliers collaboratifs, où on est tous au même niveau, en échangeant, en se posant des questions. Parfois on trouve des images, on n'a pas toujours la validité de la source. Là par exemple, dans cette présentation en intro, vous avez également un lien qui renvoie sur la source d'origine, ce qui nous paraît essentiel, hein, le rôle de la bibliothèque pour nous par rapport
à des recherches plus liées à Internet, c'est... il faut autoriser, c'est toujours autorisé. C'est justement que l'on a ces fameuses métadonnées, c'est-à-dire qu'on utilise une image, on la met à disposition du public en connaissant l'auteur, évidemment la personne représentée, ce qui n'est pas évidemment le cas dans toutes les ressources que l'on trouve sur Internet. Donc c'est aussi une sensibilisation importante que l'on veut apporter à notre public. Justement, le fait de non seulement trouver des informations qui participent à ce projet de valorisation et d'enquête, mais en connaissant les sources, en connaissant leur contexte de création et d'exploitation. Donc, il y a bien sûr les premiers matériaux, les pistes de travail, qui sont ensuite proposées. Donc, on en propose un certain nombre, c'est le fameux « que puis-je faire ?» Et j'attire votre attention sur le fait que pour ce projet, on avait voulu explorer toutes les possibilités du libre, c'est-à-dire aussi bien ce que le libre peut apporter à la bibliothèque, à nos usagers, mais aussi ce que les usagers et la bibliothèque peuvent proposer au libre, justement en enrichissant le patrimoine commun. Donc tout le monde était légitime à participer. Il y a des personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, avec Internet, avec la recherche d'informations, mais c'est ce désir d'enquêter qui a prévalu et qui font qu'ils ont participé en allant rechercher des informations sur des bibliothèques numériques, en numérisant, comme le monsieur que vous avez vu tout à l'heure sur la précédente diapositive, c'est-à-dire que tout le monde avait la possibilité de participer à ce travail collectif. Donc, pour que tout le monde se sente légitime de participer, ça veut dire que ce travail de médiation essentiel que l'on a rappelé depuis ce matin dans les différentes interventions, voilà, c'est un travail, je dirais, du quotidien. On a la chance aussi d'avoir une proximité avec nos usagers, et pour certaines personnes, parmi lesquelles certaines ne se sentaient pas à l'aise avec le numérique, mais viennent justement dans nos lieux pour cet accompagnement, cette écoute et cet échange, ben, on les connaît, on connaît leur curiosité, on a déjà échangé sur un film ou un livre qu'on a récemment emprunté à la bibliothèque, et donc du coup ça a été notre passerelle pour leur proposer de participer. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, Internet, on baigne dedans, Marguerite et moi, toute la journée, mais on s'est approprié vraiment ce rapport de proximité avec nos usagers. Alors, la fameuse bibliobox. Donc, vous imaginez un espace numérique avec une douzaine de postes, donc chacun avec ses pistes de travail. Alors, moi, je préfère travailler sur la poésie. Je m'intéresse à l'Italie, donc s'il vous plaît, j'aimerais bien aller un peu plus loin sur la connaissance de Lina Cavalieri. On avait des documents de la bibliothèque, hein, donc par exemple un dictionnaire de l'opéra du 19e, enfin, donc on avait fait une sélection documentaire. C'est l'occasion aussi d'aller visiter les différents départements, de regarder des sources et des ressources que l'on ne serait pas allé chercher. Et puis il y a aussi cet aspect de médiation numérique qu'on a évoqué ce matin, à savoir donc la bibliobox qu'on utilise nous depuis maintenant, on a installé au printemps 2014, avec une version techniquement moins ergonomique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise un autre support, enfin une autre interface beaucoup plus praticable, plus agréable pour l'usager, où on peut voir des statistiques si précieuses, etc. Mais le principe est le même. Vous voyez un petit boîtier sur le porte-revue de la photographie, donc qui, grâce à une prise électrique, émet un réseau Wi-Fi. Et donc, avec une tablette, un smartphone ou un ordinateur, on peut se connecter, non pas à Internet, mais au contenu de la clé qui est branchée sur le petit routeur. Donc, du coup, au-delà de l'aspect technique de montage qui est un petit peu délicat, on associe nos collègues bibliothécaires à une sélection documentaire. Hein. Des fois, c'est le premier pas vers une sélection documentaire numérique. Et donc, par exemple, là, pour le Nouvel An, on avait demandé à nos collègues de musique de faire une sélection selon le scénario suivant. Catastrophe, vous recevez le réveillon de Nouvel An et donc c'est totalement improvisé. Et donc la Bibliothèque de Lyon, grâce à Bibliobox, vous propose une sélection de musique de 5-6 heures, ce qui vous permet déjà de soulager sous cette organisation imprévue du Nouvel An. Bon, pour le reste, vous débrouillez, mais en tout cas la musique, on vous la propose. Donc voilà, on fait des petits scénarios comme ça événementiels, où on se cale aussi sur des événements de notre bibliothèque. Et donc là, sur cette Bibliobox, on a mis pour chaque artiste un dossier contenant déjà les documents que nous avons sélectionnés, les fameuses fiches du travail, ce qui permet, en dehors aussi des moments de médiation dédiés, de pouvoir aller collecter ou aller déposer, puisque notre bibliobox permet aussi aux usagers,
anonymement bien sûr, de déposer des documents, en respectant aussi un certain nombre de règles, comme le droit d'auteur évidemment, et le droit à l'image. Donc la Bibliobox, on le disait ce matin, c'est un lieu de médiation très local, qui évidemment est limité par la portée du réseau Wi-Fi, et ce qui permet justement d'échanger avec les usagers, au-delà de l'interface de chat qu'elle propose, et donc de pouvoir être notre lieu de collecte de l'enquête en cours pendant 3 mois. Donc il y avait des versions numérisées qu'on pouvait consulter semaine après semaine, et à terme, bien sûr, c'est la possibilité de reverser différents documents que nous avons produits. L'idéal serait évidemment dans notre bibliothèque numérique Numélio. Mais il n'y a pas, comment dire, pour nous, de dichotomie entre l'hyperlocal de la Bibliobox et puis le site internet. Il y a cette justification aussi de pouvoir accéder, échanger, ne pas être seulement dans la proposition documentaire, mais que les usagers aussi puissent déposer et les sensibiliser à cet aspect des métadonnées, c'est-à-dire l'information qui est associée aux documents que l'on peut produire. Et je vais laisser la place à Marguerin pour nous parler des actions concrètes. Donc l'idée c'était vraiment de transformer la Bibliobox en un panthéon alternatif, avec toute une réflexion sur comment on se souvient des artistes, comment on les honore, et qui est exclu de cette mémoire collective, en l'occurrence, donc beaucoup de femmes artistes. Alors, comment se déroulait un atelier concrètement? On réservait l'espace numérique pour une après-midi. C'était sans inscription, ce qui faisait que les gens pouvaient aller et venir dans la salle. Ils n'étaient pas enchaînés à leur ordi. Avec nous, c'était vraiment libre. Il y avait, comment dire, c'était un espace ouvert comme ça de travail, assez chaleureux. Donc dans un coin, il y avait une personne qui pouvait numériser un livre, donc un livre qui était resté, on va dire, endormi sous la poussière pendant des décennies. Et du coup, l'intérêt, c'était de lui redonner une vie, comme ça, en le numérisant. Donc il y avait une personne qui pouvait numériser, une autre qui pouvait aller chercher des illustrations sur Internet, des œuvres, des peintures, des photos. Il y avait des artistes qui n'avaient pas de visage. On a retrouvé sur Gallica, par exemple, des portraits, ce genre de choses. Ensuite, donc, la Bibliobox, en fait, elle a généré toute une petite série d'autres ateliers périphériques. Par exemple, une fois le texte numérisé, donc par exemple le texte de Louisa Paulin, donc une poète occitane, on se demandait ce qu'on allait bien pouvoir faire de ce texte numérisé. La solution, ça aurait été d'en faire un e-book. Donc on a fait un e-book en plus, mais on a également fait un fanzine. Donc on a fait un petit atelier de PAO avec Scribus. C'est un logiciel libre qui permet de faire des maquettes de livres notamment. Et donc avec les usagers, on a fait un atelier maquette et on a pu faire un petit fanzine à partir des textes numérisés. Donc ensuite, la petite brochure était en accès libre, enfin les usagers pouvaient se servir en fait dans l'espace numérique. Donc ça c'était assez sympa. On en a fait une autre aussi avec... ouais. Voilà. Donc ce genre de petit atelier en fait qui mettait en lien tout ça, la Bibliobox, cette idée de patrimoine alternatif, etc. Un autre pont en fait, c'était celui de Wikipédia. Il n'y a rien de plus valorisant en fait que de voir le fruit de ses recherches sur un des sites les plus consultés au monde finalement. Donc on a fait beaucoup d'ateliers et d'accompagnement sur Wikipédia. Moi j'avais déjà un petit pied dedans, j'aimais bien de manière un peu récréative, on va dire. Et puis avec Carole c'est devenu une passion, un hobby, on est devenu Wikipédia pas entière. Concrètement, j'ai vu passer un article il n'y a pas longtemps, le titre c'était « Les bibliothécaires peuvent-ils contribuer à Wikipédia ?» Et donc du coup on le fait sur notre temps de travail, parce qu'on a sous la main des livres, etc. Donc dès qu'on voit un truc maintenant, on le rajoute vite fait sur l'encyclopédie. Donc là, comment ça se déroulait? Pareil, les usagers pouvaient faire des recherches, donc ils revenaient spontanément ensuite en dehors des ateliers qui étaient fixes le samedi. Il y a des personnes qui revenaient toutes les semaines en nous disant « Ah ben je viens travailler sur un tel, je viens travailler sur un tel et tout ».
Donc ça, c'était chouette. Récolte d'images qu'on mettait sur Wikimedia Commons. Donc c'est une branche de Wikipédia qui permet de télécharger des médias, enfin, des images, des sons, etc. Donc on a fait pas mal de trucs autour de ça. Et il faut savoir que Wikipédia aussi est en plein dans cette problématique d'égalité homme-femme, puisqu'il y a seulement 80 ou 90% de contributeurs et 10% de contributrices, grosso modo, ce qui impacte directement en fait, le contenu des articles. Donc les femmes artistes vont être sous-représentées par exemple sur les articles globaux. Par exemple la fiche cinéma anglais, il n'y a aucune cinéaste, il n'y a que des cinéastes par exemple. Ce genre de choses. Du coup, il y a plein d'ateliers qui se font un peu partout en France, des éditatons, sans doute vous en avez entendu parler, c'est des moments de contribution collective. On va former les gens à comment s'écrit un article, comment on le source, qu'est-ce qu'une source, est-ce que tout le monde peut écrire, dans ce cas est-ce que tout le monde peut écrire n'importe quoi, enfin, c'est pas mal de désamorcer un peu en fait tous les préjugés qu'on a sur le fonctionnement de cette encyclopédie. Donc ça c'était un atelier périphérique pas mal aussi avec au-delà de la bibliobox. La bibliobox c'est un peu le dénominateur commun de tout ça. Et les ateliers Wikipédia, c'était totalement en rapport avec ce qu'on faisait aussi autour de l'information, comment on vérifie une information. On fait beaucoup d'ateliers info-intox sur l'espace numérique. Et en fait, ça recoupait totalement ces thématiques-là, comment je vais chercher l'info, comment utiliser un moteur de recherche, enfin, tous ces petits trucs qui permettent un usage intelligent, on va dire, du web. Voilà, grosso modo. Je sais pas qui est arrivé. On vous a mis en fin de... Alors, sans prétention, nos coordonnées et aussi une petite sélection documentaire sur certaines sources, que ce soit des articles, des kits de médiation, et puis aussi le journal, parce qu'on a tenu un journal, valoriser les artistes que nous avons sélectionnés, c'est une première chose, mais on se l'a rappelé tout à l'heure dans sa présentation, pour construire, c'est aussi donner de la légitimité, mais valoriser aussi les usagers, c'est très important. Tous les ateliers créatifs que l'on peut faire avec les usagers, qu'ils soient adultes ou enfants, il y a toujours la phase finale qui est celle de la valorisation de l'exposition, qu'elle soit numérique ou physique dans nos lieux. Et donc on a tenu un journal sur notre blog Vive la culture numérique tout au long de ces 3 mois pour justement avoir donc la suite de... Voilà, suivre les affaires en cours, on va dire. Donc c'est un projet qui continue puisqu'on va recommencer, je ne fais pas le petit peu plus. On va recommencer l'opération avec alors un petit peu moins d'artistes pour l'année prochaine, dont une photographe américaine spécialiste de la photo de chatons, parce que le chaton étant quand même l'animal le plus célèbre. J'espère qu'on va donner beaucoup de désir de produire une enquête avec ces chatons. Voilà, enfin c'était, comme l'a dit Marguerite tout à l'heure, on rentre dans la salle, il y a une liberté aussi de rester, il y a des personnes qui venaient pour accéder à Internet, qui se sont rendues compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui faisaient des choses, qui se parlaient, etc. C'était pas comme d'habitude, non pas qu'on ne soit pas entre nous en service public, mais disons qu'il y avait des petits groupes par-ci, des petits groupes par-là, des livres un peu partout, et donc ils sont restés et qui se sont mis à participer, chacun à sa mesure, à son envie. Voilà, donc si jamais vous avez envie de faire de même dans votre bibliothèque, on est tout à fait ouvert pour nous donner déjà les recettes de cuisine et puis des conseils. Merci de votre attention, j'espère qu'on est dans le temps. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.